C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un chiffre d'emploi qui montre un marché du travail toujours très solide aux États-Unis. C'est la semaine de l'emploi aux États-Unis avec l'enquête du cabinet ADP qui reprend les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois écoulé, le mois de décembre. Et une enquête qui ressort très au-delà des attentes du consensus des économistes. 2 fois plus même de création d'emplois que ce qu'on pouvait attendre, à 807 000 créations d'emplois précisément pour le secteur privé américain au mois de décembre. On aura le rapport mensuel sur l'emploi, la photographie complète du marché du travail américain ce vendredi à 14h30. Là aussi, le marché attend un chiffre relativement solide, autour de 450-500 000 créations d'emplois peut-être pour le mois de décembre aux États-Unis. Dans l'actualité des entreprises, Auchan, Carrefour, la suite de l'histoire puisque la tentative de rapprochement est peut-être encore sur la table aujourd'hui. Les discussions se poursuivent, nous rapporte l'agence Bloomberg, avec une nouveauté peut-être dans la structure du deal proposé par Auchan pour racheter Carrefour. On était sur l'idée d'un deal en cash à 70% et 30% en actions, apporté par la famille Muliez, bien sûr, actionnaire ultra majoritaire du groupe Auchan. On parle désormais peut-être d'une offre qui se ferait de concert avec des fonds de private equity qui pourraient apporter là aussi des liquidités à Auchan pour racheter Carrefour. Toujours l'idée d'un prix autour de 21 €, 21,50 €. On voit le titre Carrefour qui a réagi positivement à cette annonce en milieu d'après-midi. Le titre Carrefour qui gagne entre 3 et 4% ce soir en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'intéressera spécifiquement au secteur bancaire. Un secteur bancaire en Europe qui a bien performé l'an dernier. L'indice du secteur bancaire a gagné entre 35 et 40% au cours de l'année 2021. Certains fonds spécialisés ont fait encore mieux. C'est le cas du fonds dédié aux actions bancaires d'Axiom Alternative Investment qui signe une performance de quasiment 60% sur 2021 et qui se met à l'ESG. Comment investir de manière responsable en appliquant un filtre ESG dans le secteur bancaire. Nous en parlerons avec l'un des associés gérants d'Axiom Alternative Investment, David Benamou, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, un CAC 40 qui bat de nouveaux records pour cette 3e séance de l'année 2022. Les infos clés en fin de journée, c'est avec Alix Nguyen. Toujours plus haut, l'indice parisien atteint de nouveaux sommets. On relève que la tendance est pour l'essentiel soutenue par les valeurs bancaires, elles-mêmes portées par la hausse des rendements obligataires. De moteur, on retrouve aussi le secteur automobile et les entreprises qui pourraient bénéficier de la réouverture de l'économie. À noter également que le marché assimile avec enthousiasme les dernières études indiquant une dangerosité moindre du variant Omicron. Wall Street, de son côté, amorce la séance dans le désordre. En décembre, selon le cabinet ADP, le secteur privé américain a créé 807 000 emplois, 2 fois plus que prévu, mais aussi un inédit depuis mai 2021. C'est aussi le premier chiffre d'une série concernant la fin 2021, avant les inscriptions au chômage pour la semaine au 31 décembre demain, et le rapport sur l'emploi du département du travail du mois dernier, vendredi. Dans la zone euro, l'indice PMI IHS Markit Composite a finalement reculé de 2,1 points à 53,3 en décembre. C'est son niveau de croissance le plus faible depuis mars. Le secteur des services a particulièrement souffert de la vague Omicron, avec un indice en repli de 2,8 points à 53,1. Et puis la hausse dans l'industrie est restée modeste. Ce soir, les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed pourraient nous aiguiller quant au calendrier de la première hausse de ses taux d'intérêt. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend légèrement à 1,6% après avoir frôlé les 1,7 hier, son plus haut depuis la fin novembre. Focus sur quelques valeurs, c'est reparti pour un tour. Auchan réfléchit à une nouvelle offre sur Carrefour. Après l'échec d'une première tentative à l'automne dernier, Auchan plancherait à nouveau sur le dossier. Le groupe aurait engagé des discussions avec des sociétés de capital investissement afin de les associer à une nouvelle offre. Carrefour décolle.
Renault est en nette progression. Le fabricant américain de puces électroniques Qualcomm a conclu un accord avec Renault. Il porte sur l'extension de leur partenariat en matière de semi-conducteurs. Et puis une valeur dite de réouverture avance dans le vert. Il s'agit d'Unibail-Rodamco-Westfield. Demain, l'indice chinois PMI Kexin, l'ISM américain, l'inflation allemande et les prix à la production en Europe seront autant de statistiques qui devraient rythmer la séance. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous ce soir, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Julien Kissrebert qui nous accompagne également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Montségur Finance et Gilles Guibou avec nous également en plateau pour compléter ce trio. Bonsoir Gilles. Bonsoir, Ravi de vous retrouver messieurs. Vous êtes Gilles, responsable des actions européennes chez AXA IM. Auchan Carrefour, donc nouvel épisode, nouvelle tentative. C'est ce que nous rapporte l'agence Bloomberg cet après-midi. Les discussions ne sont pas rompues, loin de là. Et même Auchan est prêt à refaire une offre peut-être sur Carrefour avec le soutien cette fois visiblement de sociétés de private equity, de fonds d'investissement. En tout cas, Auchan est en train de sonder un petit peu le marché pour voir si certaines firmes de capital investissement de private equity seraient prêtes à participer à une offre sur Carrefour. Julien, donc le rationnel de l'opération, visiblement, justifie le fait que les discussions n'aient pas été rompues et voire même relancées au moment où on se parle. Est-ce que le rationnel de l'opération est suffisant pour imaginer même un succès en termes de deal M&A entre les deux groupes? Un succès en termes de prix, si on parle bien des 21,50 € qui avaient été évoqués par le passé, je pense que ça ne fait aucun doute que les actionnaires apporteront. On se rappelle que en début 2021, les discussions avec Couche-Tard étaient sur des prix légèrement inférieurs, mais dans cet ordre de prix. Et en tout cas, Carrefour était prêt à aller de l'avant, même si le gouvernement avait bloqué ce deal pour différentes raisons. Donc d'un point de vue prix, en tout cas du côté des actionnaires, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Du côté d'Auchan, les synergies sont quand même importantes. 2 milliards d'euros de synergies étaient évoqués à l'époque. Évidemment, a besoin d'avoir une part de marché plus importante sur ce marché français. D'un côté, on a 9% avec Auchan, 19% du côté de Carrefour. Donc ça permettrait évidemment d'avoir une taille très critique sur ce marché français, un peu à l'instar de ce que peut avoir un Ahold aux Pays-Bas, ce qui lui permet d'avoir des marges évidemment beaucoup plus intéressantes, puisque centrale d'achat plus puissante, donc des meilleurs prix et donc des meilleures marges derrière. Donc voilà, ce qui a chopé évidemment, c'était le sujet, puisqu'une partie du paiement devait être fait en titre Auchan. Oui, c'est ça, c'était 70-30, exactement. L'offre dont on parlait à l'époque. Moulin, c'était contre. Auchan a même regardé, a priori, du côté des SPAC pour s'introduire en bourse et pouvoir valoriser son papier de manière plus pertinente pour les actionnaires de Carrefour. Voilà, donc s'il s'associe à des fonds de private equity, comme c'est évoqué dans l'article, évidemment, ça pourrait faire du sens. Et encore une fois, c'est le sens de l'histoire, cette consolidation avec une concurrence très forte. De Leclerc, d'Aldi et Lidl aussi, qui sont très agressifs sur ce marché français. Et donc quoi, toutes les planètes sont alignées là? Toutes les cases sont en train d'être cochées? Ou il y a quand même, je ne sais pas, des freins inhérents à ce type d'opération? Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire avec le marché des télécoms, par exemple, mais on voit bien qu'il y a certains marchés où tout le monde nous dit la consolidation semble naturelle et pourtant ça n'arrive pas. Il y a toujours le sujet de l'antitrust, bien sûr, avec des parts de marché évidemment qui seront très importantes. On arrive sur des seuils qui, a priori, sont en tout cas gérables. Et puis, évidemment, de trouver les partenaires financiers qui soient d'accord pour participer à l'opération en y trouvant un intérêt financier, pour le coup. Bon. Votre opinion sur l'idée de ce deal qui revient là, en ce début d'année 2022, Gilles? Comme souvent, quand ce type d'idée revient sur le tapis, c'est qu'il y a du sens à faire ce type d'opération. Le sens, c'est qu'aujourd'hui, et Carrefour et Auchan font face au même problème. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ils ont un problème qui s'appelle l'hypermarché en France. L'hypermarché en France est un modèle qui est en perte de vitesse. On a face à des concurrents qui, principalement, n'ont pas les mêmes exigences. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas les mêmes formats, mais soit, Auchan aujourd'hui n'a pas les exigences de la rentabilité, puisque c'est la famille n'étant pas cotée, je veux dire, on pourrait imaginer qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que Carrefour. Mais Carrefour aujourd'hui a un problème, c'est qu'en fait, face à ses propres hypermarchés, il a des Leclerc ou des Intermarchés qui sont des indépendants et qui n'ont pas d'exigence de rentabilité à proprement dit sur les magasins, puisqu'en fait, ils peuvent se refaire sur les galeries marchandes et toucher des loyers. Donc, ils ont des logiques économiques qui peuvent être différentes.
Donc, il y a un problème pour Carrefour, et Auchan a un problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est sur un modèle qui est principalement l'hyper, qui est en perte de vitesse. Donc, associer les deux pour finalement donner de l'accès au centre-ville à Auchan, c'est une assez bonne idée. Et en plus, ça permettrait au passage peut-être de voir, pour pouvoir remplir les exigences des autorités de la concurrence, de devoir vendre quelques hypermarchés. Je ne suis pas sûr que ça leur fasse grand mal. Au contraire, ça pourrait venir en plus un peu plus solutionner leur problème. Comment on règle le problème des hypermarchés ? Bon, on peut en céder quelques-uns, je suis d'accord, mais oui, ils ont le même problème. C'est le problème de leurs hypermarchés en France. En s'associant, comment on règle le problème des hypermarchés ? D'abord, on en vend peut-être quelques-uns. D'accord. On gagne de la taille. OK. Et en plus de ça, on récupère éventuellement de la puissance d'achat. Donc, ça peut remettre à flot ce modèle économique de l'hyper Non, mais pour Auchan aujourd'hui, la question c'est quoi la sortie pour Auchan ? C'est qu'en fait aujourd'hui, Auchan a complètement raté, me semble-t-il, le virage du centre-ville. Il y a assez peu d'Auchan en centre-ville. Or, aujourd'hui, les évolutions des modes de consommation font qu'on va en centre-ville, ou alors quand c'est des choses un peu plus lourdes et des grosses courses, on préfère se faire livrer. Donc, on a... Par rapport à un Leclerc, vous dites, parce que Leclerc n'est pas non plus très présent dans les centres-villes. Ils sont en proximité et ils ont cette capacité à avoir des prix plus bas parce qu'ils ne sont pas cotés. D'accord. Donc, si on avait effectivement finalement un Carrefour qui sort de bourse, on pourrait avoir une gestion du nouvel ensemble un peu similaire à ce qui se fait. Alors avec les fonds, effectivement, les fonds ont des exigences de rentabilité. Mais en tout cas, on pourrait venir essayer de raccommoder deux modèles qui font face à certains défis. Maintenant, comme souvent, c'est pas en prenant deux tréteaux qu'on va faire un cheval de course. D'accord. Commentaires, réactions sur l'idée de ce deal, encore une fois, Xavier ? Beaucoup de choses ont été dites, je vais juste être complémentaire. Je fais une première observation, il est étonnant que celui qui détient une part de marché de 9% sur le marché national, Auchan lancerait une opération sur celui qui en détient, tu as dit 19. Ouais. Normalement, dans une réalité économique, on peut supposer que celui qui détient 19 lancerait une opération sur celui qui ne détient que 9. Parce que celui qui détient 19, il a une antériorité, il a une performance, peut-être qui est remise en cause momentanément, mais pas par Auchan, par Amazon. Et donc il y a un sens qui à mon avis, ça n'a rien à voir avec le métier au fond. Le problème de Carrefour, c'est un problème capitalistique. C'est-à-dire que les actionnaires la génération d'actionnaires est en passe de sortie. Bernard Arnault est déjà sorti, lui. Voilà, Bernard Arnault était là. Il a été là en soutien, transitoirement pendant une période assez longue. Un transitoire qui dure. Voilà, c'est ça. Mais bon, il est sorti. Et donc, on résout peut-être ce problème-là, mais on ne résout pas, je pense, le cœur du métier. Donc vous dites, non mais, pour dire la chose clairement, Alexandre Bompard a la pression de ses actionnaires qui veulent sortir, exactement. Et donc il est missionné pour chercher le meilleur prix pour Abilio Diniz et la famille Moulin. Voilà. Et on résout ce problème-là. Et étonnant de trouver comme j'allais dire, dans le meilleur des mondes, si tant est que Casino avait eu une structure financière meilleure, l'opération de rapprochement naturel, d'ailleurs la première opération de rapprochement, me semble-t-il. Oui, il y a eu tentative. Il y a eu des discussions qui ont avorté, puis probablement. Mais l'opération la plus naturelle, au sens métier du terme, aurait été entre Carrefour et Casino. Ça n'a pas, c'est pas le cas. Donc je comprends bien la logique des actionnaires d'Auchan. Tu l'as très bien décrit, et donc là ça a du sens. Est-ce que ça a du sens du point de vue de Carrefour, du point de vue du métier ? Je dirais que non, puisqu'on va assister à un dépeçage, si j'ai bien compris. Quand on prépare une opération, enfin dépeçage c'est un terme un peu péjoratif, mais quand on prépare une opération en ralliant la meute des capitaux risqueurs, c'est le contexte réglementaire, la régulation va pousser à un détricotage de l'opération. Oui, enfin, on a déjà vu le veto de Bercy, de l'État face à Couche-Tard. J'imagine que ceux qui regardent le dossier se préparent à ce genre d'intervention de l'État, de garde-fous, etc. Et c'est l'autre acteur du dossier, c'est que là, ça bénéficie, si j'ose dire, du parrainage de la puissance publique française.
d'autant plus dans un contexte électoral. Voilà, mais je pense que du point de vue du métier, moi je me souviens de l'opération Carrefour-Promonès, ça remonte à quelques années. Je me souviens de Daniel Bernard qui décrivait la puissance de feu de la centrale d'achat, tout ça. C'est pas vrai, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché à l'époque. Aujourd'hui, quand on a des acteurs comme Amazon qui ont une puissance de feu d'une autre dimension, c'est pas la réponse. La réponse, elle est sur autre chose. Le facteur prix, évidemment, est déterminant pour toute une partie du marché, mais il y a d'autres éléments. Il y a la qualité de l'approvisionnement, il y a la livraison en temps réduit. Il y a d'autres aspects qui rentrent. Est-ce que cette opération Auchan, Carrefour va favoriser ces dimensions-là du consumérisme, de la grande distribution, face à des acteurs ou qui soient très implantés en milieu urbain ou des acteurs online, si j'ose dire? Moi, j'en doute. Voilà. Mais par contre, ça résout deux problèmes. Ça résout un problème capitalistique à la tête de Carrefour. Les actionnaires sortent, ils ont du cash, point barre, où ils continuent à avoir une petite participation dans le nouvel ensemble. Et la puissance publique française n'a pas d'éléments pour s'y opposer. Voilà. Ça satisfait ces deux éléments-là. Tout le reste, du point de vue métier, alors là, j'avoue que je n'ai pas préparé du tout mon... Non, c'est tombé là cet après-midi. Je suis déboté sur tout le reste. Moi, j'aimerais bien qu'on en discute, mais je doute qu'il y ait une puissance de feu si c'est singulier par les synergies, la puissance d'achat, les normalisations des systèmes d'information. Mais ça se discute. Là, comme ça, au débeauté, je serais plus dubitatif sur cette dimension-là. Julien, on peut refaire un petit tour de table. Et puis alors, est-ce que ce secteur de la grande distribution, du retail un peu généraliste, est-ce que c'est dead money pour toujours? Alors, là, le titre Carrefour, visiblement, enchaîne une série de séances de hausse successives de 6, 7, 8 peut-être, ce qui n'est plus arrivé depuis... Bon, ça reste en dessous des 17 €. Hein, ça reste entre 15 et 17 € depuis des années maintenant, le titre Carrefour. Mais est-ce que tout le secteur est logé à la même enseigne de ce point de vue-là? Vous citiez Ahold tout à l'heure, qui semble être un bon élève en la matière. Donc Julien, Gilles, pourquoi est-ce que Ahold s'en sort mieux que d'autres? Enfin, qu'est-ce qui fait le succès boursier même d'un groupe comme Ahold par rapport à ses pairs? Enfin, Ahold, c'est le Carrefour belge ou néerlandais, je ne sais pas comment on l'appelle, mais... la grosse différence avec un... Néerlandais. Néerlandais, pardon. Mais la grosse différence d'un acteur avec... c'est qu'en fait, c'est Ahold Delhaize. Oui, ben voilà. Et qu'en réalité, Ahold Delhaize, c'est un groupe néerlandais, mais dont la grande majorité du chiffre d'affaires est faite aux États-Unis. Voilà. Donc c'est un groupe qui est essentiellement sur le marché américain. Mais là où Amazon est ultra dominant, ils ont une concurrence dingue sur ce marché américain. En fait, ils se sont positionnés très clairement sur le food, et uniquement là-dessus. Ils ont une offre qui est très claire. Aujourd'hui, l'offre de l'hypermarché, c'est une offre un peu fourre-tout. Donc aujourd'hui, Ahold est une offre essentiellement sur le food, et si possible sur le frais, dans certaines zones. En ayant fusionné avec Delhaize, ils ont complété leur maillage géographique, et c'est quand même relativement important aux États-Unis. Et ils ont un environnement concurrentiel aux États-Unis qui leur est un peu plus favorable, parce qu'ils n'ont pas des acteurs comme on peut avoir en Europe, que sont des Aldi Lidl qui arrivent en France, ou que sont des Leclerc qui arrivent avec des dynamiques complètement différentes. Donc, ils ont aussi un contexte qui est un tout petit peu différent. Si on regarde les autres succès dans le secteur, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un autre qui fonctionne bien en Europe, c'est Dia. C'est Jerónimo Martins. Jerónimo Martins, qui est le portugais, qui s'est très fortement développé en Pologne. Et qui, là aussi, fort d'une très importante puissance locale, une très forte part de marché local, parce que c'est la part de marché local qui fait la rentabilité. Voilà. Plus que les centrales d'achat. Ils ont réussi à se développer. Ce qui manque à Carrefour, peut-être, c'est... On parle souvent de ces 19% de part de marché, mais en fait, c'est ce qu'il faut regarder. C'est ce type de business où en fait, il faut regarder la part de marché locale, quasiment ville par ville. Ouais, et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est sans doute pas suffisant. Le 19%. Et à Ahold, le cours de bourse est au plus haut, vous disiez? Aujourd'hui, sur Ahold, on est proche des 30 €, on est proche des plus hauts. Bon, on va suivre ça. Intéressant quand même, on verra si le deal peut aboutir. En tout cas, ce serait effectivement un des événements de ce début d'année 2022. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut d'ailleurs réfléchir aussi à l'avenir d'Alexandre Bompard à un moment ou pas, Julien, puisqu'on est dans le M&A fiction d'une certaine manière. Bon, tout le monde sait qu'il est cité comme successeur potentiel de Stéphane Richard chez Orange. Voilà, est-ce que c'est aussi pour lui une porte de sortie de céder Carrefour
avant d'aller succéder à Stéphane Richard? Oui, on sait qu'il était rentré sur un cours de bourse un petit peu plus élevé que ceux sur lesquels on était ces dernières semaines. Donc, ça lui permettrait de sortir la tête haute. Je voulais juste rajouter aussi sur ce secteur juste une chose, c'est on a vu aussi les acteurs anglais bien performer sur des logiques de M&A. Notamment. Donc on voit en tout cas que les fonds de private equity commencent à regarder les secteurs finalement que le marché n'aime plus, Telecom Italia. Donc c'est un autre secteur, parce qu'on parle d'Orange, secteur télécom aussi, qui fait plus rêver personne, qui a des niveaux de valorisation extrêmement bas. On nous dit que ça pourrait être un des secteurs explosifs en termes de M&A en Europe, peut-être au cours de l'année 2022. Après, il y a des sujets politiques encore plus forts que sur la grande distribution, je pense. Mais bon, voilà, il y a des enjeux de souveraineté quand même nationale qui sont importants, mais on verra. D'ailleurs, Telecom Italia cherche à céder certains actifs pour se défendre de cette OPA. Donc, puis bon, ils ont aussi Vivendi au capital. Enfin bon, c'est une situation qui est assez complexe. Donc oui, effectivement, l'option d'aller chez Orange, pourquoi pas. Question chez Orange, c'est comment faire des arbitrages d'actifs sur cette structure. Donc on a beaucoup parlé de la cybersécurité, de la partie cloud qui a une valorisation intéressante, mais après derrière on fait quoi? Il n'y a pas beaucoup de leviers, c'est très difficile de restructurer cette société puisque les relations avec les syndicats sont quand même assez clés. On a un gouvernement qui bloquera certainement toute opération capitalistique d'envergure. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, il a en tout cas donc il à cœur. Lui ou un autre arriverait déjà avec des contraintes quand même très très fortes sur la stratégie. Si on compare avec Fnac Darty où il avait quand même une certaine liberté, Carrefour il en avait encore un peu moins. Là, chez Orange, on rentre dans un domaine qui est encore un peu plus complexe. Mais en tout cas, il s'est spécialisé sur les dossiers compliqués. Donc bravo à lui. Bon, on suivra l'avenir d'Alexandre Bompard. Je sais pas, ça mérite un commentaire ou pas, Olivier? On est dans la spéculation, mais ça fait parler. Je m'en fais pas pour lui, parce qu'il partirait effectivement sur un cours de bourse plus élevé. J'ai aucun doute qu'il sera effectivement capable de... Non, mais dans les télécoms, je sais pas, au regard du manager qu'il a été dans le secteur de la distribution spécialisé, généraliste, je sais pas, est-ce que les médias aussi, n'oublions pas. Quand on regarde les recettes qui ont été appliquées, que ce soit chez Fnac Darty et chez Carrefour, c'est passé au tout début essentiellement par une très forte gestion du cash. Est-ce que c'est des méthodes aujourd'hui qu'on peut appliquer dans les télécoms où globalement on est payé tous les mois par la facture et on n'a pas ces problèmes de... C'est pas le problème de la génération de cash, oui. Je suis pas sûr qu'ils puissent appliquer exactement les mêmes méthodes. Aujourd'hui, le problème des télécoms, il est tout autre, c'est comment faire payer un investissement dont la valeur a été complètement extournée par des acteurs américains qui sont des coucous en réalité, puisqu'ils vivent sur les capex des autres. Donc la question aujourd'hui, c'est une question réglementaire. Tant qu'on n'aura pas remis un peu d'ordre, ça va être compliqué de faire des télécoms, avec en plus de ça des questions de concurrence, où vous avez une structure de coût qui est historiquement plus élevée. Et ni la fibre et ni la 5G ne changent le problème de l'équation. À la limite, ça vous oblige à capexer, à dépenser des investissements supplémentaires. Donc, la réalité, c'est qu'il faut avoir un changement un peu plus structurel, soit dans la régulation, soit sans doute, éventuellement, dans les structures de ces entreprises, qui restent néanmoins encore avec un fort héritage étatique et des structures de coûts qui, même s'ils se sont améliorés, restent très lourdes parce que derrière, il y a des enjeux, de couverture du territoire, il y a des enjeux de souveraineté. Donc je ne crois pas qu'on puisse gérer Orange comme on a pu gérer ni Fnac Darty ni Carrefour. Non, et puis clairement. Oui. Puis ce qu'on voit par exemple sur les opérateurs télécoms américains qui eux ont un beau parcours, c'est parce qu'ils ont une taille critique sur leur marché. Les capacités de fusion en Europe n'ont pas beaucoup de sens. Les fréquences sont nationales. Les fréquences sont quand même nationales parce que c'est les enjeux d'enchères des revenus des gouvernements sont nationaux. Donc tout le monde veut garder son petit précaré. Et donc aujourd'hui, on essaye, il se passe des choses, je ne dis pas qu'il ne se passe rien. On a eu de la convergence fixe-mobile, on a eu des opérations de ce type, mais on voit bien que tout de suite, dès qu'on parle de fusion dans les télécoms en France, tout de suite, il y a des levées de boucliers. Et puis, si on veut atteindre cette taille critique, il faut des fusions plus importantes au niveau européen. Mais aujourd'hui, le cadre réglementaire n'y est pas. Ne permet pas. Oui, je pense qu'il y a eu des discussions entre Deutsche Telekom et France Télécom, mais qui ont très vite avorté pour des oppositions, en tout cas probablement... Politique aussi. Politique, oui. Et de pouvoir. Donc, c'est le Carrefour et les opérateurs télécoms, et je vais faire un France Télécom Orange, et faire un parallèle qui est peut-être un peu aberrant. C'est quand même des métiers qui connaissent des mutations d'une profondeur
hors norme. Carrefour, c'était si je veux dire, le roi de l'hyper. Ça avait un format qui a débuté à la fin des années 60, qui s'est déployé et puis qui a grippé avec le final de l'émergence d'Amazon. Et comme tu l'as dit, les opérateurs télécoms sont confrontés dans la chaîne de valeur. La valeur est tout à fait ailleurs. Et donc la question stratégique qui leur est posée, c'est comment réintégrer cette chaîne de valeur, comment la reconstituer. Quel est l'alliage, la composition de la société ou d'actifs qu'il faut construire pour réintégrer de la chaîne de valeur. C'est en partie réglementaire, mais pas uniquement. Et là-dessus, Orange est quand même bien handicapé par sa structure financière, qui reste quand même malgré tout assez lourde. Et cette situation est diagnostiquée depuis une dizaine d'années. Malgré tout, ils n'ont pas réussi à se déplacer. Et donc il y a un vrai sujet stratégique qui est intéressant, mais pas facile à résoudre. Je pense, juste pour ajouter, je pense quand même l'histoire de la taille critique n'est pas si anodine, parce qu'aux États-Unis, vous avez 4 gros opérateurs, 3-4 gros opérateurs. En Europe, il y en a des centaines. Ouais. On a privilégié le consommateur, parce que le marché français a des marchés où les prix sont les plus bas au monde. Et maintenant se dresse le problème de l'investissement. Parce qu'en même temps, on leur demande d'être très agressif sur les prix, et en même temps, on leur dit non, mais il faut investir, il ne faut pas que le pays soit en retard. Donc, on est une espèce de dilemme. Politique perpétuelle. Voilà, c'est pour ça que c'est... Même la 5G permet pas, la monétisation de la 5G permet pas de changer la donne pour ces acteurs. Non, parce qu'il y a trop d'acteurs. Ouais. Beaucoup trop d'acteurs. Et ils sont sur un marché qui est relativement petit, finalement, donc leur pouvoir de négociation, il n'est pas si élevé que ça. Bon, Julien, gardez la parole là, sur les premières tendances de marché global depuis le début de l'année, donc sur 3 séances. Ça fait pas une année, bien sûr, mais moi je retiens un sell-off obligataire assez marqué là, sur le marché américain, le marché obligataire américain, 1,67 sur le 10 ans, 1,50 en fin d'année. Les taux européens avaient déjà commencé à remonter à compter du mi-décembre environ. Et puis, surperformance des actions européennes. On bat à plate couture le marché américain sur les 3 premières séances de l'année. Est-ce qu'il y a une histoire à creuser derrière ça ou... C'est la même histoire qu'en début d'année dernière, le thème de la reflation, les taux remontent, la value qui surperforme la croissance. Donc le marché européen, les indices européens par construction sont plus value que les indices américains. Il suffit de regarder le S&P 500 versus le Nasdaq. Donc voilà, c'est assez clair. Nasdaq est en retrait léger. Là. Exactement. Donc on voit tout de suite la nuance où elle se trouve. Que les taux remontent, finalement, on est sur des niveaux qu'on a connus déjà l'année dernière. Donc bon, parler de crack obligataire, c'est peut-être pas excessif. Mais non, voilà. Je fais le point. Un gérant obligataire me disait, on a effacé la séquence Omicron sur le marché obligataire. On revient sur les niveaux qu'on connaissait sur le 10 ans américain avant l'apparition du variant Omicron dans l'univers des marchés. Mais finalement, c'est rien par rapport aux chiffres d'inflation qu'on a eus. Parce qu'au printemps, tout le monde nous disait l'année dernière que l'inflation n'était pas un sujet, que ça allait être temporaire, que ça allait s'arrêter très rapidement. Et puis on voit que les chiffres n'arrêtent pas de monter. Jérôme Powell, qui était le premier à dire que c'était temporaire, a changé d'avis il y a quelques mois. Il va rentrer dans une politique plus restrictive. Donc la logique voudrait, hors distorsion, parce qu'on... Sur le marché obligataire, on a quand même des acheteurs massifs avec les banquiers centraux qui, on va le dire, font ce qu'ils veulent, donc on va être très clair. Donc à partir de là où vous avez un acheteur qui fait la pluie et le beau temps sur un marché aussi structurant, voilà. Mais la logique, ce serait que les taux remontent, et c'est une évidence. Maintenant, que vont faire les banques centrales, c'est ça le vrai sujet, et c'est toujours le même sujet d'ailleurs, ce qui est un peu frustrant, mais c'est finalement le sujet. On comprend quand je suis d'accord, on tourne toujours un peu autour de la... Mais on comprend quand même qu'elles vont essayer d'en faire un peu moins. C'est quand même l'idée de 2022. Oui, mais ça resterait cosmétique. Si vous voulez, le sujet sur les banques centrales, c'est moins que les flux, c'est le stock qu'elles conservent dans leur bilan. Et le stock, il n'est pas du tout question de le réduire à ce stade. Je ne sais pas. À la Fed, moi, je vois des papiers où ça y est, on commence à en discuter, en se disant, après le tapering, les premières hausses de taux, viendra la séquence de réduction du bilan. Oui, on en parle, mais dans les faits, je ne suis pas persuadé qu'ils aillent aussi vite que ça. Et donc, du coup, on a des taux réels qui restent très négatifs. C'est un exercice intellectuel pour l'instant. Oui, le taux réel va rester très négatif. Donc ça, c'est bon pour l'activité. Donc, ça va maintenir l'inflation à un bon niveau, les hausses de salaire qui commencent à arriver. Donc, le trait de reflation, en tout cas, nous semble être quelque chose de un peu plus structurel que... je comprends. C'est pas une histoire de jour. Maintenant, encore une fois, les banquiers centraux peuvent agir à tout moment pour faire rebaisser un peu ces taux. Voilà. Mais en tout cas, sur le trend croissance versus value, entre guillemets, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'il faut aller plus vers la value pour les prochains trimestres.
Très clair. Bon, dans les premières tendances de l'année, là, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à filer, à suivre pour le reste ? Je crois que finalement, l'année 2022, l'année 2021 aura marqué la fin de 40 ans de baisse des taux et de baisse de l'inflation. Simplement parce qu'on est arrivé à des niveaux tellement bas que... Est-ce que pour autant on va repartir vraiment fortement ? Ça reste encore à démontrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'on a quand même quelques éléments structurels qui avaient concouru à faire baisser l'inflation, qui était la mondialisation, qui était également cette baisse de l'inflation, cette baisse des taux a été induite par la baisse de l'inflation qui était liée à la mondialisation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a, d'une certaine manière, à cause de cette confrontation US-États-Unis, des volontés, des velléités de démondialisation d'une certaine manière, avec une certaine limite, qu'on a un petit retour de l'inflation qui va être alimenté également par la transition énergétique, qui est quand même très coûteuse. Et donc, on risque d'avoir un renversement. Ce renversement, ça peut conduire effectivement à des politiques monétaires qui vont se faire un petit peu moins accommodantes, un peu plus restrictives graduellement. Et donc ça, effectivement, on devrait aller vers une hausse des taux. On ne s'attend pas à une envolée, mais néanmoins un peu de hausse des taux. Ça veut dire qu'effectivement, il va sans doute falloir repricer les flux. C'est-à-dire que là où on avait donné beaucoup de valeur aux profits futurs de manière sans doute excessive, ceux-là vont se retrouver dévalorisés par la remontée des taux et on va redonner de la valeur aux résultats présents. Et donc, effectivement, ça va justifier cet arbitrage croissance-value. Maintenant, est-ce que pour autant, il faut jeter la croissance à la poubelle ? Je ne crois pas, parce que quand on regarde quel est le premier moteur de performance boursière sur la durée, c'est la croissance des chiffres d'affaires et des marges. Donc ça veut dire que, oui, il y a sans doute un effet de pincement ponctuel pour repricer ce qui est sans doute un peu trop cher, mais que structurellement, quand vous êtes une actionnaire, baisse des valeurs de croissance pour des questions mécaniques de repricing des flux, comme vous dites, Gilles, ça peut être une occasion de se repositionner. Alors à chaque fois, il faut faire du cas par cas. Oui, mais dans l'idée, ça ne veut pas dire que pour autant, dans la value, il n'y a pas aussi des choses intéressantes, mais que je ne jetterai pas la croissance à la poubelle. Et vous nous posiez la question de savoir quels sont les pièges à éviter pour 2022. À mon sens, c'est exactement ça. Pas être binaire. C'est pas être binaire, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Et je pense qu'effectivement, une approche, mais ce qu'on apprend quand on commence à gérer un portefeuille, de diversification du risque, en étant dire, oui, dans la croissance, il y a encore des choses qui peuvent être intéressantes, mais il faut faire attention aux valorisations. Et de la même façon, dans la valorisation, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien, parce que quand c'est pas cher, c'est que souvent il y a un modèle économique qui est cassé, et ça peut durer très longtemps. On l'a vu avec BlackBerry, c'est pas cher, ça peut être encore moins cher. Donc voilà. Donc il faut être à chaque fois sélectif. C'est aujourd'hui que BlackBerry a éteint tous ses derniers téléphones, c'est ça ? J'ai vu ça. J'ai entendu ça, oui. J'ai vu ça, voilà. Tous ceux qui fonctionnaient encore. Avant 2015, je crois, la génération... tout a été éteint, aujourd'hui, le système BlackBerry. Vos commentaires sur ce début d'année, sur les marchés, Xavier, et puis je sais que vous êtes toujours attentif au développement de la pandémie. Alors, je le disais, on en parlait tout à l'heure, voilà, les marchés obligataires, le marché du pétrole ont effacé la séquence Omicron qui a été... initié autour du 25-26 novembre sur les marchés. Est-ce que c'est le bon raisonnement ? Enfin, est-ce que les marchés... Pour le coup, les marchés ont quand même plutôt bien géré. Je trouve à chaque fois les vagues ont plutôt bien vu quand même comment il fallait en sortir. Est-ce que c'est encore le cas cette fois ? Et est-ce qu'on peut même aller jusqu'à extrapoler l'idée que la pandémie telle qu'on l'a connue depuis 2020 est en train de se terminer en ce début d'année 2022 ? J'aurais du mal à valider ce point. Je propose. Moi, je suis pas un spécialiste en épidémiologie, mais alors, ceux qui pensent que le variant Omicron, c'est qu'entre guillemets la meilleure antidote contre la pandémie et que tout sera résolu d'ici quelques semaines, puisqu'au fond c'est ça, et qu'on arrivera à une immunité mondiale ou collective ou je ne sais quoi. Ça c'est du bullshit
de fin d'année, de Père Noël. Alors, revenons-en à l'essentiel. Le problème de Micron, c'est qu'effectivement, c'est un virus qui est très contagieux et qui est très peu létal. Donc le marché a eu peur dans un premier temps parce qu'on avait beaucoup d'inconnus, on découvrait tout ce truc, et puis au fur et à mesure, à partir on va dire du 20 décembre, on a commencé à avoir les premières études épidémiologiques qui disaient il est très contagieux, mais il semble moins létal. Et, soulagement, et bing, ça repart comme en 40. Moi, je pense qu'on peut avoir un effet qui se coule. C'est un virus qui est quand même... Le fait qu'il soit très contagieux fait qu'il a un mode de diffusion qui est très différent des précédentes vagues. Donc, évidemment, si on compare par rapport aux précédentes vagues, on avait un R0 qui montait, mais avec un niveau de létalité qui était à peu près identique. Donc, on avait des phénomènes de saturation. Là, on est sur quelque chose de très différent. Moi, je suis désolé, je suis dans la dissonance. C'est-à-dire, quand j'entends les gens de marché, le problème, c'est résolu. Et quand j'ouvre ma radio, quand j'écoute des retours des gens, ils nous disent on est sur le point de s'écrouler. Donc, il faut continuer, il faut écouter les deux voix. Le marché, il a tendance à être blue sky scénario en permanence parce qu'en plus il est alimenté par les banques centrales, donc ça valide son truc. Moi, j'entends plutôt des choses où c'est quelque chose où on pourra faire un diagnostic d'ici quelques semaines. Les excès médiatiques existent aussi. Je dis les excès médiatiques, la caisse des résonances médiatiques apporte aussi son lot d'excès. Vous savez aussi bien que moi. Quand c'est des gens qui travaillent dans les services de réanimation, qui travaillent dans ces structures hospitalières, bien sûr, probablement qu'ils ne sont pas exempts de commentaires sur... Mais bon, ils sont sur le terrain, ils sont sur le front, donc j'ai tendance à les écouter. Quand on a des niveaux de contamination auxquels on est actuellement, c'est-à-dire 300 000 contaminations quotidiennes, ça veut dire globalement, il y a un Français sur 6 qui est cas contact. Ça veut dire qu'actuellement, au moment où on parle, il y a probablement pas loin de 6 à 7 millions de Français qui sont cas contact. Donc ça commence à faire. Donc à un moment, je ne veux pas dire que c'est une catastrophe économique, mais à un moment, ça va gripper sur l'activité économique. Mais bon, ça, c'est un problème secondaire. Moi, je regarde le cas chinois. Et je me dis, il n'y a pas de raison que l'Omicron n'arrive pas en Chine. Or, la stratégie des autorités sanitaires chinoises, elle est très simple, c'est dès qu'il y a un cas, on ferme. On ferme, donc il y a eu hier une annonce, il y a une ville où il y avait 1 million, 2 millions de personnes, il y a eu 3 cas, boum, ils ont tout fermé et ils testent à tout va. Ça, je me dis que ça va avoir quelques petites secousses dans la chaîne de valeur. Normal. Donc ça va réintroduire de la dimension reflationniste sur les intrants. Donc ça va jouer sur les marges. Donc ça va perturber les marges bénéficiaires. Je ne vais pas dire que ça va perturber les annonces des marges bénéficiaires du Q4 de 2021, mais ça va jouer sur 2022. Et au même moment, les banques centrales sont rentrées dans une normalisation. De toute façon, c'est les discours aussi bien de la Fed et de la BCE. De toute façon, Omicron n'est pas intégré. C'est-à-dire que ils sont au-delà. Ils regardent à travers. Voilà. Oui. D'accord. Donc le marché valide quelque chose qui me semble pernicieux. D'une certaine façon, la Fédérale Réserve est en retard et doit accélérer. Omicron, pas Omicron. Et la BCE va le faire pour ne pas être en retard justement sur sa normalisation. Et donc on voit bien qu'il y a des facteurs, comment dirais-je, de freinage qui sont en train de se mettre en place sur l'activité économique. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout sur une analyse Omicron va résoudre la pandémie, c'est terminé à l'été prochain. Vous dites, oui, mais dans la vie des marchés, c'est quelque chose qui va encore provoquer peut-être des moments de doute, d'interrogation. On aura probablement des vagues moins spectaculaires. C'est peut-être parce que la vaccination va prendre, bien entendu, mais on va continuer à vivre avec d'autres variants, probablement pendant encore peut-être 6, 12, 18 mois. On s'approche de la fin, évidemment. Le pire est probablement passé. Mais les perturbations vont demeurer. Et malgré tout, on a une normalisation monétaire. Donc on a la normalisation monétaire qui se met en place et un cadre de perturbation sanitaire qui va demeurer, même s'il ne va pas tout changer, il va demeurer. Et je crains que les marges bénéficiaires d'un certain nombre de secteurs, de boîtes, soient à risque. Oui. Sur les marges qu'on attend, alors je ne sais pas avec le facteur Omicron ou autre, mais est-ce que les attentes sont raisonnables en ce début d'année? Parce que la performance à 2 chiffres des marchés boursiers, on pourrait l'avoir pourquoi pas en 2022, j'en sais rien, mais on ne part pas avec cette idée-là. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit l'idée centrale de l'investisseur. Le consensus est assez prudent sur les croissances d'IPS. Ouais. On est autour de 7% sur la plupart des marchés. Bon, un peu plus aux États-Unis, avec une croissance mondiale attendue autour de 4,5. Donc, ce n'est pas des choses qui soient complètement délirantes. Et je pense même qu'on est peut-être un peu pessimiste à ce stade. Conservateur. Ouais. Voilà.
Pourquoi ? Parce que déjà, la croissance des résultats, elle vient de structures qui sont montrées très résilientes dans ces différentes crises sanitaires. Donc, je ne pense pas que ça puisse peser plus que ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Le sujet, c'est effectivement plutôt l'inflation. Et donc, quand on parlait de value, évidemment, il ne faut pas aller chercher les valeurs qui n'ont qu'un pricing power. Parce que là, effectivement, il y a un sujet de marge qui peut être assez important. Donc voilà, globalement un consensus qui nous semble raisonnable au vu des perspectives de croissance, qui je pense va même être revu à la hausse assez rapidement. Et donc là-dessus, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Le vrai sujet, c'est les taux finalement, et c'est le niveau de valorisation plus que la croissance bénéficiaire. Et la même chose quand on parle des valeurs technologiques. Alors il y a évidemment les valeurs qui ne font aucun chiffre d'affaires, aucun résultat, qui sont valorisées des centaines de milliards. Bon là, effectivement. Ouais, mais elles ont déjà un peu rendu celles-là, non ? Pas toutes. Un peu, mais enfin bon, elles ont encore des valorisations sympathiques. Et puis après, vous avez les très grosses valeurs technologiques qui ont certaines des valeurs, des valorisations un peu tendues, mais qui génèrent énormément de free cash flow, qui rachètent des titres, qui ont des perspectives de développement assez intéressantes dans le monde de demain, et qui donc finalement devraient pas si mal s'en sortir en termes de croissance bénéficiaire. Gilles ? Pour conclure, je ne sais pas, oui, effectivement, là, sur les attentes bénéficiaires, est-ce que ça va être, de ce point de vue-là, une année aussi assez fondamentale pour les marchés en termes de drivers si on regarde, une fois n'est pas coutume, l'Europe est pas mal positionnée. On a souvent tendance à dénigrer l'Europe. Dans un environnement où on s'aperçoit qu'en fait, l'Europe, depuis 10 ans, marchait sur un cylindre, c'était le cylindre de la croissance étrangère, donc extra-européenne. Grâce aux économies, à la montée de l'épargne réalisée pendant la crise sanitaire, grâce au plan EU Next Generation, qui va injecter quand même des montants assez colossaux. On parle de 1800 milliards, mais pour certains pays comme l'Italie, c'est jusqu'à 12% du PIB. On va quand même avoir un soutien de la demande de la croissance domestique. Donc on va avoir une Europe qui va marcher sur 2 cylindres, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. On a finalement une Europe qui est finalement pas très chère. Elle a une prime sur ses niveaux de multiples historiques, compte tenu de l'environnementaux, mais beaucoup moins important qu'aux États-Unis. Et on a ces perspectives d'amélioration et d'investissement qui restent importantes pour les 2-3 prochaines années. Donc il nous semble que l'Europe en début d'année, c'est sans doute pas trop mal. C'est ce que nous montrent les 3 premières séances de 2020. Oui, alors il y a le côté cyclique effectivement qui joue, mais on a quand même quelques forces endogènes, ce qu'on n'avait pas forcément. Et on peut l'espérer, peut-être des bonnes surprises à attendre, avec un gouvernement allemand qui est quand même visiblement un peu plus pro-européen, prêt à amender le pacte de stabilité, une Italie qui finalement vit une sorte de miracle, avec un Draghi. Alors on risque d'avoir quelques éléments de volatilité à la fin du mois. Mais ça ne change pas l'histoire s'il bascule d'un fauteuil de président à l'autre, Mario Draghi ? Non, parce que il faut l'espérer. À mon sens, il faut l'espérer. Certains disent que s'il part, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que s'il ne devient pas président de la République, la réalité, c'est qu'il sera sorti du jeu politique italien très vite d'ici un an, puisqu'il n'aura pas de base électorale. Vous connaissez bien l'Italie. Donc, le fait de devenir président, ça lui redonne un rôle tutélaire sur les 7 prochaines années. Et donc, il y aura un enjeu pour savoir qui va lui succéder. Bon, les parlementaires ont envie de toucher leur retraite de parlementaire, donc ils ne feront pas tomber la chambre. Et donc, ils trouveront un accord pour faire 6 à 8 mois de plus. Donc, moi, là-dessus, je pense que c'est... Donc, on risque d'avoir un peu de volatilité. Et derrière, on aura les élections françaises. Mais globalement, on pourrait avoir des bonnes nouvelles sur le plan politique européen, parce que l'Europe subit encore une sorte de décote politique, et sans doute à juste titre. Et donc, on a encore peut-être de la place pour réduire cette décote. Résorber une partie de cette décote encore en 2022. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous 3. Merci messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibout, responsable des actions européennes d'AXA IM. Julien Kiesrebert, directeur des investissements de Montségur Finance. Et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, étaient nos invités ce soir.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur bancaire, dans les actions bancaires européennes, plus précisément, avec l'un des associés gérants d'Axiom Alternative Investment qui est à mes côtés en plateau, David Benhamou. David, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Donc une gamme tournée vers le secteur financier au sens large chez Axiom, je le rappelle à chaque fois. Donc il y a des fonds obligataires, de dette, etc. Mais il y a ce fonds Action qui existe depuis quelques années maintenant, que vous pilotez notamment, David. Il faut dire un mot alors de la performance de votre fonds et de la performance du secteur bancaire en 2021 en Europe. Donc j'ai repris 57% de performance pour le fonds Action bancaire européenne que vous gérez chez Axiom, contre 38% quand même de progression pour l'indice du secteur bancaire en Europe. Je veux bien un commentaire sur la performance absolue, la performance en relatif, sachant que c'est la troisième année consécutive, donc 2019, 2020, 2021, que votre fonds surperforme l'indice du secteur bancaire en Europe. Donc je veux bien quelques recettes là derrière cette performance absolue et cette surperformance relative. Absolument. À partir de 2019, on a reconstruit le process de gestion avec un garçon qui pilote au direct le fonds qui s'appelle Antonio Roman. Le process de gestion est complètement basé sur l'analyse fondamentale des banques. En fait, ce qu'on fait, on est amoureux d'aucune banque, on n'a pas de... Il n'y a pas de valeur fétiche. Il n'y a pas de valeur fétiche. Ce qu'on a construit, c'est globalement un process qui consiste à travailler trimestre par trimestre. Chaque banque, selon qu'elle ait beaucoup de banques d'investissement, de la banque commerciale ou de l'asset management, va être sensible à des thèmes clés. Les flux dans l'asset management, les risques pour la banque commerciale, par exemple. Et en fonction de ça, pour chaque banque, on va suivre des métriques qui nous permettent d'estimer la surprise au résultat du trimestre. Ah ouais. Et en fonction de ça, on prend des positions parce qu'on va penser que telle banque va délivrer des super résultats dans la banque d'investissement. On prend une position, on attend que ça arrive au prix et on sort. Et c'est vraiment cette discipline qui nous a permis, depuis maintenant 3 ans, de construire cette performance. Donc c'est une gestion très dynamique, mais très disciplinée d'une certaine manière. Très disciplinée. Pour chaque banque, on regarde les thèmes clés. Et puis voilà, si on pense que ça va fonctionner pour ce trimestre-là, on y va. Portefeuille qui est plutôt assez concentré, 25 valeurs. Et qui tourne beaucoup, du coup, ou pas forcément? Oui, qui tourne beaucoup. Qui tourne pas mal. Alors, c'est pas de la gestion, je dirais, haute fréquence. Non. Mais en tout cas, on peut, par exemple, une de nos gros performeurs, de nos gros contributeurs l'année dernière, ça a été Société Générale. Ça a surtout été, en fait, au dernier trimestre. Bon, voilà. Et voilà. Donc, on n'est pas, on va pas garder une valeur tout simplement parce qu'on l'aime. Il y a des banques qu'on trouve formidables au plan industriel. Opérationnel, oui, bien sûr. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on restera. Faire la distinction. Voilà. Soc-Gen qui a été un des emblèmes de l'année 2021 au sein du CAC 40. Il y a eu Hermès, imbattable, et Société Générale qui a délivré une performance aussi, incroyable sur un an. Bon, 2 valeurs polaires. On a beaucoup fait le bilan déjà de 2021. Qu'est-ce qui reste comme performance encore pour le secteur bancaire européen? Après, bon, votre fonds fait 57% de performance, mais le secteur fait quand même 38% l'an dernier. Est-ce qu'on a épuisé un peu beaucoup des moteurs que vous aviez identifiés pour le secteur bancaire? Quels sont ceux qui restent devant nous? Déjà, il faut partir des valorisations qui sont qui restent très basses. Puisqu'aujourd'hui, une banque, ça se valorise à peu près 70% de ses fonds propres. Si on regarde en price earning, on a une décote d'environ 40-45% par rapport au reste du secteur. Donc, en fait, fondamentalement, ça reste pas cher. Et après, quand on regarde les autres voyants, entre guillemets, qui vont guider une décision d'investissement sur le secteur, on se rend compte que quasiment tous les voyants sont en vert aujourd'hui. En dehors de la valorisation, oui, parce que la valorisation, j'allais dire, c'est un argument qui était valable déjà plusieurs années en arrière. Exactement. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont positives aujourd'hui. Alors, la première, en fait, qui est assez frappante, c'est que la dernière année record de distribution de dividendes en fait, pour le secteur bancaire, c'était 2007, c'était 75 milliards. En 2022, les banques européennes vont en distribuer 80. C'est-à-dire qu'en fait, on renoue avec des niveaux de distribution record. Donc, quelque part, c'est une option pas chère en fait, sur la distribution de l'année prochaine. Ça, c'est un élément qui est relativement clé. Deuxième chose, les banques ont souffert d'une décennie de taux bas et
voilà, enfin, tout le monde en parle. On est en train de vivre un retournement de cycle avec, je dirais, deux groupes de banques centrales. Les banques centrales qui restent en fait, je dirais, qui sont relativement disciplinées dans leur politique monétaire. Les US, le UK et puis typiquement les banques de centre d'Europe centrale et orientale, d'un côté, où on voit qu'elles ont déjà une politique avancée en matière de hausse de taux et puis de sortie de politique conventionnelle. Et puis on a la BCE qui, quelque part un peu plus modérée, même si elle dit que l'inflation est transitoire et temporaire, ça l'est de moins en moins. Bon. Et ce qu'on voit, quoi qu'il arrive, c'est qu'on est en train de sortir plus rapidement dans d'autres zones, mais même dans la zone euro, de des politiques, je dirais, non conventionnelles. Et il y a une partie de la courbe des taux qui est très importante pour les banques, c'est la partie courte à moyen terme. Pourquoi ? Parce qu'elle est clé aujourd'hui dans ce qui coûte beaucoup d'argent aux banques depuis plusieurs années, c'est-à-dire la rémunération des dépôts. Bien sûr. En gros, quand vous mettez des dépôts à la banque les replace à la BCE, et à la BCE, ça lui coûte moins 50. Évidemment, elles ne font passer à personne, ou alors certaines banques suisses aujourd'hui, mais globalement, l'essentiel du coût est porté par la banque. Donc, si jamais on sort de ce territoire négatif sur la partie courte des taux, c'est tout de suite beaucoup de profit pour les banques. Donc ça, c'est une perspective qui est vraiment clé. Après, il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus psychologique, mais que nous, on a vraiment vécu en tant que spécialiste du secteur depuis quelques années. Ça a été la vague FinTech. Moi, je me souviens, en 2014-2015, on découvrait des nouveaux acteurs, avec, c'est vrai, je dirais, des expériences clients proposées qui étaient mais à des années-lumière de ce que proposaient nos grandes banques. Et alors, la disruption n'a pas eu lieu, David ? Parce qu'à l'époque, je me souviens très bien, c'était la fin des banques. Disruption, les activités de paiement, la gestion, tout ça, c'est fini, on n'aura plus besoin des banques. La disruption n'a pas eu lieu. La disruption, elle n'a pas eu lieu. Ce qui est fascinant, c'est que les vieilles banques en fait se sont adaptées. Il y a eu notamment sur le continent, en particulier en France, une grosse accélération pendant le Covid, mais toutes les banques européennes en fait ont réduit le nombre d'agences, se sont digitalisées. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on regarde les ratings aujourd'hui, notamment en fait au UK, l'expérience client, on se rend compte que même des grandes banques aujourd'hui ont une expérience client qui est super par rapport à la dernière FinTech arrivée sur le marché. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a de fondamental là-dedans, c'est que d'abord psychologiquement, c'était une menace et en fait, ça l'est, on se rend compte de moins en moins. Et puis l'autre aspect, c'est que toutes ces je dirais, ces challenger banks, ces FinTech, en fait, sont pas rentables aujourd'hui. Et elles ont levé beaucoup d'argent, mais le sablier c'est elles qui ont la pression aujourd'hui d'une certaine manière. Voilà. C'est à elles de démontrer la validité de leur modèle économique après quelques années d'existence. Nous, on voit ça comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, et en réalité, la renta n'est pas là, alors que, en tout cas, côté bancaire, voilà, je le dis encore, en fait, de 2022, c'est 80 milliards de distribution. Donc, les banques gagnent de l'argent, clairement. Ça remet un peu l'église au milieu du village. Exactement. Très intéressant. Et à cela s'ajoute donc désormais la couche ESG. Enfin, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de la transition écologique, transition énergétique, du financement de la transition dans un univers européen où le financement se fait quand même en grande partie par le secteur et le système bancaire. Et puis il y a aussi, j'allais dire, l'ESG propre aux banques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on applique, et vous le faites depuis quelques mois maintenant, avec après beaucoup de mois de travail, David, vous avez mis au point un modèle et un filtre ESG justement pour investir de manière responsable dans ce secteur bancaire, dans les actions bancaires. Comment on devient un investisseur responsable ? Comment est-ce qu'on applique et construit un modèle ESG dédié justement à l'investissement dans le secteur bancaire ? Alors, d'abord, en fait, quand on parle d'ESG, le terme clé côté bancaire depuis toujours, c'est le G, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que depuis 10 ans, impossible d'investir dans une banque si vous ne regardiez pas la gouvernance. On a tous en tête les amendes colossales comprises Deutsche Bank ou Crédit Suisse. Donc, la gouvernance, c'est une clé d'estimation du risque de la banque dans laquelle vous investissez qui est fondamentale depuis toujours. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a toujours fait.
et qu'on a évidemment un peu plus formalisé au cours de ces dernières années. Mais ça faisait partie de toute façon de notre processus d'investissement. Ce n'était pas possible autrement de faire sur le secteur. Très clair. Je dirais qu'en fait, ce qu'on a intégré cette année, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis à peu près 2 ans maintenant, et qui est tout simplement une approche climatique. Alors pourquoi ? Parce que quand on réfléchit en fait à la transition énergétique, et on dit voilà, on est en train de préparer la transition énergétique. Quand vous vous rendez compte que 70% de l'économie est financée par les banques, en fait, c'est très simple. La transition énergétique, soit elle passe par les banques, soit elle ne se fera pas. Enfin, les financements en fait, annexes ou connexes sont pas suffisants, en tout cas, pour qu'elles soient réalisées. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, en fait, on va regarder qui les banques financent. Bien sûr. Et on va regarder l'alignement en fait, climatique de la politique de financement des banques avec la trajectoire des accords de Paris. Ouais. Combien d'émissions je finance ? Combien d'émissions je permets d'éviter à travers le financement que j'offre à mes clients ? Exactement. Donc on a travaillé avec iCare Consult pour construire une méthodologie qui permet tout simplement d'estimer la température ou la trajectoire de température du book de prêt de la banque. Et ça nous donne ensuite, on agrège ça en fait dans notre portefeuille, et ça nous permet d'avoir en fait une température de portefeuille pour chaque. Et alors, ça donne quoi quand on fait cet exercice d'analyse sur le secteur bancaire en Europe ? Alors, on a, disons que on a un fonds en fait qui s'appelle Axiom Sustainable Financial Bond Fund, qui a vraiment un objectif de température. On est à 2,7 degrés. Wow. Le reste du secteur, en fait, si on prend tout le secteur, c'est bien au-delà. Si vous prenez des banques comme HSBC, c'est au-delà de 3 degrés. Au Santander. Et les best in class, aujourd'hui, en Europe, c'est Banque Postale avec 2,3 degrés en trajectoire. Même pas sous les deux, quoi. Non. C'est impossible de construire un portefeuille de banques, actions ou obligations à moins de 2 degrés. Ça va progresser. C'est-à-dire que là, les assessments qu'on a fait, je dirais donc de l'année dernière, avec les chiffres de l'année dernière, nous donnent à peu près cette température-là. On pense que ça va évoluer au cours du temps. Et l'idée, c'est que l'objectif de température du fonds va aussi baisser pour accompagner ça. Ouais. Et donc, à travers tout ce travail, vous le mettez en place à travers vos différents fonds, mais celui qui porte, j'allais dire, la matérialité de tout ce travail, là, c'est ce fonds donc sur les obligations. Exactement. Axiom Sustainable Financial Bond Fund, fonds obligataire. Et vraiment, l'idée, c'est d'être capable de capturer cette idée que quelque part, les banques seront peut-être les architectes de la transition climatique. Et voilà. Mais si 70% du financement passe par le secteur bancaire en Europe, oui, il n'y aura pas de transition énergétique sans les banques. Merci beaucoup, David. Merci d'être venu nous éclairer sur votre domaine de spécialité d'expertise chez Axiom Alternative Investment, le secteur financier, le secteur bancaire, avec notamment, je le rappelle, ce fonds Axiom Equity European Banks qui a progressé de 57% l'an dernier. David Benamou qui était à mes côtés, associé gérant d'Axiom AI, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.